Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans CM au sommet, le podcast qui fait parler des pros du marketing digital et de la communication. Je suis Julien, je suis hyper content de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast pour cette nouvelle interview qui est vraiment super chouette. Je suis accompagné aujourd'hui d'Emmanuel Patry et de Oriane Coran. Alors on va se présenter parce que je vais vous laisser vous présenter directement, même si je sais que dans le milieu du social media, vous êtes plutôt assez reconnu. Donc, Oriane, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Je pensais, tu vois, que j'aurais dit Emmanuel, à toi l'honneur. Bah écoute, c'est gentil. Moi, je suis Oriane Coran. Du coup, tu l'as dit, tu l'as bien résumé. Je suis du coup social media manager chez Metricool et donc je m'occupe de toute la partie marketing digital, communication sur les réseaux sociaux et concrètement un petit peu la stratégie en 360 sur le pays, en tout cas sur le marché français. Donc un peu un résumé global de ce que je fais chez Metricool. Merci beaucoup. Ouais. Et Emmanuel, à toi. Hello, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Donc, je m'appelle Emmanuelle Patry, je suis fondatrice de Social Media Lab et mon métier c'est de former et d'accompagner des community managers. Donc, et mon quotidien c'est vraiment ça, je suis vraiment dans le freelance, dans le community management. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le social media marketing avant. Bon, voilà, et merci pour la petite présentation, sympa, Julien. Ok, merci à vous deux. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quand même que vous êtes passés toutes les deux individuellement dans le podcast CM au sommet. Donc, je vous invite à aller écouter ces épisodes, à réécouter ces épisodes parce que c'était vraiment des bons épisodes. Et aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui est très importante pour les social media managers, pour les community managers qui nous écoutent. C'est quelque chose qui revient énormément dans les accompagnements d'Emmanuel. On en a parlé avant de préparer cet épisode, c'est la professionnalisation du métier de community manager. Euh, voilà, je te laisse commencer, Oriane, par la première question de cet épisode. Alors, je suis d'ailleurs, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je tiens vraiment à remercier Emmanuel pour ce qu'elle fait, parce qu'elle fait franchement un travail de dingue avec toute la community de CM. Non pas par le fait qu'on collabore, c'est vrai qu'on collabore régulièrement avec Emmanuel au nom de Metricool, mais c'est vrai que moi, à côté, comme je suis freelance et tout ça, j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait, les contenus qu'elle partage sur les réseaux sociaux, enfin, avec son équipe évidemment du Social Media Lab. Donc, c'est vrai que je trouve que le sujet de la professionnalisation, c'est vraiment un sujet hyper important. Et surtout, je pense qu'il fait peur en première instance aux personnes et pourtant c'est pas si compliqué que ça, mais bon, évidemment, c'est comme pour tout, il faut rentrer dans le vif du sujet et il faut voir comment ça fonctionne. Donc de là un petit peu ma question de c'est quoi les questions des CM sur ce sujet, donc du coup sur la professionnalisation du CM, et je serais curieuse du coup de t'écouter Manuel sur ce sujet-là. Ouais. Alors, c'est vrai que sur le community management, en particulier en freelance et au démarrage, il y a beaucoup, en fait, la peur de pas bien accompagner les clients, de pas avoir de résultats. Et c'est vrai qu'il y a aussi, il y a beaucoup de doutes qui fait que au niveau de la posture, il y a des difficultés à s'imposer. Et en fait, les questions qu'on a sont beaucoup autour, en fait, en réalité, des tarifs au départ, parce qu'on a du mal, en fait, à valoriser son expertise. On a du mal à montrer qu'on va accompagner le client, qu'on va collaborer, qu'on offre une prestation. Donc, derrière la question des tarifs qu'on a souvent, il y a souvent cette peur aussi de ne pas être à la hauteur et de ne pas arriver à affirmer sa posture, y compris au moment de collaborer. Donc, nous, on a beaucoup de questions là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi au niveau de l'onboarding, du début de la collaboration. Comment réaliser un bon onboarding, on va en parler. Parce que c'est souvent là que ça se joue, en fait, la peur de ne pas bien accompagner. Bon, je pense que c'est un mythe, mais c'est vraiment le problème des prix. C'est quelque chose qui demande énormément. Même moi, des fois, au début, je savais pas comment fixer mes prix. Donc, je disais, OK, comment est-ce que je fais? Je fais comme ça à la loupette. Alors que c'est Ouais. vraiment pas comme ça qu'il faut le faire. Donc, non, non, mais, et tu as d'autres expériences comme ça, d'erreurs typiques que peuvent En avoir fait, les CM sur ce sujet? ouais, en fait, si tu veux, au niveau des prix, derrière, c'est le sujet de l'expérience client. En fait, c'est parce Mm. que on sait pas forcément au démarrage quelle expérience client on veut apporter. Et c'est même aussi une question qu'on se pose pas forcément de cette manière-là quand on est un peu plus expérimenté, qu'on veut augmenter ses prix, par exemple. Il faut toujours se dire, OK, quelle expérience client on va apporter. Du coup, c'est vraiment notre question d'aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à beaucoup se concentrer dans l'expérience client sur la création de contenu. Nous, on reçoit beaucoup de questions sur la création de contenu, etc. Sur comment s'assurer que les clients aient des bonnes performances. Ça, c'est une excellente question. Mais derrière aussi, quel est le déroulé de la collaboration? Comment ça va se passer? Parce que c'est vrai que c'est bien de demander combien de postes on doit faire par mois, hein, quand on est community manager pour un client, à quel prix, etc. C'est des questions qu'on reçoit. Mais la question de fond, c'est vraiment aussi où est-ce que tu veux emmener ton client?
et Carrément. précisément sur quel résultat tu peux t'engager. C'est exactement ça. Ok. Donc, pour résumer, enfin, ce que tu as dit, Emmanuel, merci hein, d'avoir répondu à cette question. Donc, pour résumer, on a les tarifs. Alors, Oriane, tu peux me couper hein, si j'ai oublié un Non, truc. non, non. Il y a les tarifs, il y a les questions sur la performance, il y a les questions sur l'expérience client. Et ça, les CM ont vraiment peur de faire des erreurs à propos de ça et se trompent en débutant, mais aussi en plus expérimentés quand ils veulent passer un palier supérieur. Mhm. Ok. Donc, écoute, moi, je vais te poser la question suivante. Du coup, tu parlais de professionnalisation, tu vois, tu parlais d'expérience client. C'est quoi les grandes étapes incontournables d'un accompagnement client quand on est community manager? Tu vois, tu peux me les lister. Selon toi, vraiment les étapes les plus importantes. Ouais, alors c'est vrai que il y a des grandes étapes, mais c'est vrai que d'abord, c'est important de se mettre d'accord avec le client sur les objectifs et tout ce qu'on va dire derrière, ça doit servir derrière les objectifs. Donc déjà, je voulais dire ça, et quand on crée une offre, quand on crée une expérience, on doit servir des objectifs, c'est ça qui est important. Et après, en termes d'étapes, on commence par un onboarding, vraiment bien accueillir le client, faire en sorte qu'il ait vraiment toutes les infos pour bien démarrer avec nous. Ensuite, il y a la partie organisation. Comment est-ce qu'on s'organise pour que justement la collaboration soit fluide. Ensuite, il y a vraiment la partie gestion de la relation avec le client. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les projets, gérer la relation, gérer la communication. Donc ça, c'est vraiment important et c'est une question qui est, en plus de vraiment la stricte organisation pratique de la production de contenu, la gestion du flux de production, comment on fait en sorte d'être régulier, d'avoir les bonnes validations, etc. Et enfin, il y a la partie performance, reporting, comment on fait en sorte de s'assurer qu'on arrive au résultat. Ou alors, si on n'arrive pas au résultat, comment on corrige. Comment on fait Non, ça, pour pallier c'est... le bad post ou les bad performances? Ça, c'est super Ouais, intéressant. Je c'est serais ça. curieuse de t'écouter sur ce sujet-là. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport un petit peu aux étapes, parce que l'idée, c'est quand même de rentrer un peu dans chaque étape et un petit peu avoir tes conseils, ou même moi, partager des tips, ou même Julien, partager tes tips. Je pense que l'idée, c'est qu'on peut tous apporter nos informations et nos Ouais. détails. Ça peut toujours être intéressant. Et du coup, pour toi, ce serait quoi un petit peu, Emmanuel, les étapes d'un bon onboarding pour, entre guillemets, un CM qui demain, supposons, je sais pas, on va prendre moi comme exemple. Moi, demain, je ferme un client. Comment est-ce que tu me conseillerais de fermer mon onboarding et de faire, entre guillemets, de traiter mon client? Ouais. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que l'onboarding, ça, il correspond à deux choses. Il correspond au fait de bien accueillir le client, faire en sorte que dès le début, il se sente bien encadré et en fait, qu'il ait pas de regrets aussi par rapport au fait de s'être engagé, qu'il se dise, ah ok, je suis au bon endroit, ça se passe bien, c'est bien cadré. Et il a aussi pour but d'échanger des informations. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'informations de la part du client, vous allez avoir besoin d'accès. Et lui, il aura aussi besoin d'informations pratiques sur comment ça va se passer, comment il va s'impliquer. Et souvent, les collaborations qui se passent pas très bien sont liées à un problème d'onboarding. Donc, un onboarding qui se passe bien, c'est un onboarding où justement vous allez recueillir toutes les informations dont vous avez besoin dès le démarrage. Et ça, vous pouvez le prévoir parce que c'est toujours les mêmes infos dont vous avez besoin. Et vous allez donner au client toutes les infos pratiques et vraiment cadrer en fait tout ce qui va se passer derrière. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir du contrôle sur comment ça va se passer et sur votre temps. Donc Ok. ça, c'est un bon onboarding et vous pouvez utiliser, c'est là où vous allez partager aussi les outils de collaboration, les outils, par exemple, si vous utilisez des outils comme Metricool pour suivre les performances, vous allez pouvoir peut-être créer un accès pour le client, lui donner accès ou lui montrer comment l'outil fonctionne, par exemple. Ok, donc vraiment, entre guillemets, si on pouvait donner un mot en étape d'onboarding, c'est vraiment que ça soit carré et organisé. Hmm. Ouais. Ouais, c'est ça, et créer un cadre que vous pouvez reproduire après pour tous vos clients. Et ça va être super rassurant pour vous, parce que déjà, ça sera toujours la même procédure, c'est simple, il y a des étapes à suivre, etc. Aucune question à se poser. Et pour le client, parce qu'il se dit, ah ok, c'est hyper structuré, et Mhm. ça va permettre qu'il va vous faire confiance, en fait, dès le démarrage. Ok, ok. Ouais. Moi, je peux ajouter aussi mon expérience. Moi, quand j'étais vraiment CM freelance, je faisais du service. Le premier truc que je faisais quand le client avait signé, je lui disais, bon, on va organiser une visio ensemble Mm. pour mettre en place tout l'accompagnement. Et en fait, ça a rassuré vraiment les clients, j'en rappelle. La première visio, ça a duré 1 heure et demie, où là, en fait, je demandais tous les accès aux réseaux sociaux. Oui, comme tu disais, hein, les accès aux
aux outils. On parlait de Metricool, il y a les autres calendriers, il y a Notion, etc. Tous les accès aux outils collaboratifs. Et ensuite, expliquer combien de points on allait faire chaque semaine. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça rassure un client. Et en fait, il se dit, waouh, j'ai fait le bon choix avec cette personne, quoi. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de fidéliser, de montrer à la personne d'emblée, même avant de commencer à faire le travail de fond, travail de performance, travail de contenu, etc., de montrer que on est vraiment dans la proposition, dans la mission, et dès le moment zéro, pas à partir du moment où on commence à créer du contenu, qui d'ailleurs, à mon avis, c'est ce que tu as dit, Emmanuel, si on commence pas par construire les bases et vraiment avoir toutes les informations clés, le contenu n'ira aucune direction parce qu'il faut vraiment poser les bases avec le client. Donc, Et on a je pense des élèves de formation qui ont par exemple créé des espaces Notion d'accueil. Nous, on en a créé un aussi, hein, mais qui ont déjà en fait un espace créé pour accueillir les clients. Ok, top, merci. Alors là, on a parlé de l'accueil client. C'est vraiment important de personnaliser ça, en tout cas de créer un premier contact avec lui. Maintenant, on va parler plus de l'organisation du community manager, parce que c'est bien beau de faire ce premier call. Je pense que j'ai eu beaucoup de questions moi, de CM sur Instagram ces dernières années sur qu'est-ce qu'on fait quand le client il a signé. Bien sûr, il y a cette première étape de onboarding où il faut mettre en place ça, mais au niveau surtout de l'organisation, comment ça marche un accompagnement client au niveau de l'organisation. Alors, Emmanuel, même Oriane, si vous avez des expériences à partager là-dessus, ça peut être intéressant. Oui. Bon, moi, je peux laisser plutôt la parole à Emmanuel. Je pense qu'elle a plein d'infos. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, Emmanuel. Ce qui est drôle sur ce sujet, c'est que c'est une question que les CM et les freelances se posent généralement après avoir signé leur premier client, c'est-à-dire qu'ils se la posent pas avant. C'est pas grave, c'est une question de focus, etc. Mais je dis souvent à mes élèves, si je vous envoie 5 clients aujourd'hui, comment vous faites? Comment ça se passe en fait? Et ça, il faut y penser. Et il faut y penser dès le premier client parce que sinon vous allez vite vous retrouver débordé. Donc le rôle de l'organisation, c'est avant tout de faire en sorte de protéger aussi votre. Donc la première chose à bien envisager, c'est pour ça que je parlais d'expérience tout à l'heure, quelles sont les étapes de collaboration. C'est-à-dire que votre client a des objectifs, par exemple développer sa notoriété, booster les réservations pour son restaurant. Comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif et comment vous proposez de travailler pour lui pour arriver à ce résultat-là? Quelle est la stratégie que vous mettez en place? Et c'est à ce moment-là que c'est important aussi de mettre en place une bonne stratégie dès le départ. Et l'organisation, elle va être en fait autour de la mise en place de cette stratégie. Ouais, ok, en fait, c'est exactement ça. C'est vrai que il y a. Moi, j'apporte mon expérience aussi. Hein. Moi, je le faisais sous forme visuelle. En fait, j'avais créé une petite valisette que j'appelais Super Kit, en fait. Je disais, ça, c'est votre Super Kit. C'était un espace sur Notion où il y avait différents documents. Comme tu disais, Emmanuel, il y avait une partie stratégique, une partie opérationnelle. Et je disais, bon, bah voilà, maintenant, la stratégie, voici la méthodologie à suivre, on va y aller ensemble. Et ensuite, l'opérationnel, voici le planning éditorial, on ira ensemble quand ça sera le moment. Et en fait, je livrais ce document au client et ça permettait d'avoir après l'onboarding, un vrai cadre de l'organisation. En fait, le client, il avait l'organisation sous ses yeux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que avoir un document à partager, ça peut rassurer encore plus sur la méthodo et même la formaliser, cette méthodologie, c'est important pour soi-même aussi, pour être clair. C'est fondamental, je dirais même. C'est clair. fondamental dans le sens où je complète avec ce que tu dis, Julien. Moi, c'est vraiment ce que tu dis, Emmanuel, ce que tu dis, Julien, sur la partie vraiment créer un accès qui soit disponible pour le client. Et c'est surtout, tu vois, toi, ton Media Kit, moi, je l'appelle plutôt, j'appelle ça des protocoles. Je suis une obsédée des protocoles dans le sens où j'ai besoin de vraiment tout protocoliser par tâche. De dire, voilà, ça, c'est le petit A, ça, c'est le petit B, ça, c'est le petit C, on va faire ça, ça et ça. Parce qu'en général, et je pense que ça arrive à tout le monde, ou même des fois, ça m'arrive moi dans mon travail aussi, je veux dire, on a tous été passés par là, mais on a tendance des fois à s'éparpiller parce qu'on a tellement de choses à faire à côté, on a tellement de choses à penser, que des fois, en fait, on peut avoir une idée A et en fait, l'idéal va partir de côté parce qu'on va avoir d'autres choses qui vont arriver en même temps. Donc, c'est vrai que pour moi, d'avoir, en fait, comme tu dis, quelque chose de visuel, tant pour moi comme pour le client, ça donne une preuve sociale au client. Et en deuxième instance, ça permet vraiment aussi de toi avoir la tête claire dans qu'est-ce que tu vas faire et vers où est-ce que tu vas aller. Donc, un petit peu, je pense aussi le principe fondamental d'avoir une stratégie rodée de toi, comment est-ce que tu travailles avec ton client et de comment est-ce que tu vas travailler la stratégie du client. Donc, les bases, par exemple, comment avoir un bon client idéal, c'est quoi ma feuille de route, entre guillemets, que je vais élaborer avec le client au fur et à mesure.
Donc, je pense que ça vraiment, ça passe par là. Et évidemment, la partie des outils, je veux dire aujourd'hui, qui n'a pas d'outils pour externaliser, indépendamment du fait que je travaille chez Metricool et évidemment, j'utilise Metricool pour mon contenu et pour les stats, mais il y a Canva pour l'édition, il y a Notion aussi, comme vous avez tous dit, vous utilisez ça avant. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sans outils, en tout cas, moi, je sais que si je devais tout faire à la main, mon Dieu, ça prendrait trop fou. Ouais, c'est clair. Tu le dis bien. C'est vrai que les outils sont aussi importants et ça apporte ce cadre. Ouais. Ok. Ça permet de Ouais. communiquer en asynchrone parce que aussi, Oui, ce qu'il faut carrément. penser Oui. aussi, c'est que vous n'allez pas être en direct tout le temps avec votre client. Souvent, quand on est freelance, on le fait pour la liberté aussi, donc pas pour être collé au client toute la journée. Donc, tout ça, ça nous permet aussi de protéger votre temps, comme je disais tout à l'heure, et les outils sont vraiment essentiels aujourd'hui pour collaborer à distance. Bah oui, carrément. Et toi, tu utilises des outils aussi avant avec tes anciens clients, Julien, ou Ouais, même CV. aujourd'hui Alors nous, aujourd'hui, on propose pas mal Notion, ça nous forme beaucoup à cet outil. On a même créé un espace spécifique pour les social media managers, qui est un outil dédié qu'on a configuré pour eux. Trop bien. Donc ça, c'était déjà pour la partie organisation. Moi, j'utilisais beaucoup de Trello à l'époque, mais je pense que Notion aujourd'hui est quand même beaucoup plus complet une fois qu'il est configuré. Et il y a des intégrations possibles avec les réseaux. Après, c'est vrai que sur la partie performance, on en parlera, et organisation, voilà, moi j'utilise Metricool pour nos propres réseaux sociaux, etc. Et on me conseille beaucoup au CM freelance, en fait. C'est vrai que c'est un outil qui apporte beaucoup de choses à avec un budget très intéressant. Merci pour la petite éloge, elle m'est cool. Non, mais c'est vrai, moi je complète ton avis, Emmanuel. Je trouve que Metricool, c'est un outil qui est très Vous me performant parce que, flattez. non, on le dit ça, mais parce qu'on a testé plein d'outils nous-mêmes. Moi, j'en ai testé peut-être un peu moins de 10, tu vois, mais une petite dizaine Bon, quand ça même, fait des beaucoup outils quand de. même. Oui, parce Ouais. que moi, j'aime bien tester des outils comme ça. Et c'est vrai que Metricool, c'est très sympa à utiliser. Non, et même, c'est pas uniquement ça. C'est vrai qu'aussi, je dis toujours, il y a des clients qui aiment un outil et qui en aiment d'autres. Moi, il faut aussi ça être conscient du fait que, bon, certes, nous, on est Metricool, mais il faut aussi être conscient qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler avec d'autres outils. Oui. D'où un petit peu aussi, je pense, la particularité du CM qui est multitâche dans le sens où il va être super adaptable à différents types d'outils. Et je pense qu'Emmanuel, tu as ce cas de figure avec les CM du Social Media Lab qui vont utiliser un outil pour un client, un autre outil pour un autre client. Et nous, je trouve aussi que ça fait un peu la richesse du CM freelance dans le sens où il va vraiment être super habile de plein de choses, en fait, à la finalité du truc. Et moi, ce qui aussi revient un petit peu à ma question suivante, je vais vous lâcher dans la deuxième partie, dans la troisième partie, je dirais même, du Ouais. protocole un petit peu du client. C'est quoi un petit peu la gestion du projet du client? Comment est-ce que vous proposez, ou du moins, comment est-ce que vous encadrez les CM dans Social Media Lab pour un petit peu gérer leurs clients et leurs projets? Comment vous faites ça? En tout cas, comment vous les formez à ça? Ouais. En fait, la première chose qu'on fait, c'est vraiment de les responsabiliser, en fait, sur le déroulé de la collaboration, faire en sorte qu'ils soient vraiment acteurs sur la gestion du projet. Parce que gérer un projet, ça va dire être chef de projet. Donc, il y a une histoire vraiment de posture, en fait, de presque, j'ai envie de dire, de leadership, même si c'est le mot est fort, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va gérer le projet de A à Z et c'est nous qui allons définir les règles. Donc, comment on gère un projet en social media? On va en fait vraiment, comme je le disais, définir toutes les étapes. On va définir comment ça va se passer. On va définir, tout à l'heure, on parlait un petit peu de process, donc comment ça va se passer, la collaboration entre nous, quel va être le rythme en fait. Et moi, ce que je conseille, par exemple, c'est d'avoir une réunion éditoriale pour les gros clients toutes les semaines d'une demi-heure. Hein. Nous, on a une CM aussi dans Social Media Lab, on fait une réunion tous les mardis matins d'une demi-heure et le reste, ça se passe en asynchrone, mais parce que voilà, elle a beaucoup de responsabilités. Donc vraiment, c'est de prendre la responsabilité. Et pour ça veut dire aussi faire le projet et utiliser en fait le client pour obtenir les infos dont on a besoin, de ne pas attendre qu'il veuille bien nous les donner et vraiment mettre en place tout un dispositif qui permet de recueillir les informations dont on a besoin via les réunions, mais aussi via de l'asynchrone. Par exemple, on peut utiliser un système de gestion de projet comme Notion et créer un calendrier dessus, demander aux clients de participer, de contribuer à ce calendrier pour que on puisse vraiment obtenir les infos dont on a besoin pour nous le contenu, parce que vous ne pouvez pas en tant que CM créer le contenu de A à Z tout seul, vous aurez forcément besoin de la voix de votre client. Évidemment, je pense que c'est même, je veux dire, c'est même la base un petit peu de la relation un petit peu qu'on va construire avec le client, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant
pour un CM qui soit freelance ou même, je veux dire, même moi chez Metricool, quand je crée le contenu pour l'équipe, il y a rien de plus frustrant de créer tout le contenu sans avoir en amont la validation du reste de l'équipe ou du reste des clients. Évidemment, là, maintenant, j'ai plus, entre guillemets, cette responsabilité de il faut que je valide ça avec le reste de la team parce que, évidemment, maintenant, c'est moi qui la gère et c'est moi qui ai l'autoresponsabilité de ça. Mais je pense qu'en première instance, de montrer aux clients aussi qu'on est disponible pour eux, sans leur donner la main complète, parce que sinon, ils vont modifier le calendrier éditorial et ça, c'est franchement pas sympa. Mais au moins, c'est vrai que de pouvoir leur donner ce système de validation, en tout cas, système d'accès, pas complet, mais je dirais semi-complet dans le sens où ils peuvent juste tout simplement donner l'accès de dire oui, ça j'aime bien, non, ça j'aime pas, mais je peux te donner des notes sur comment est-ce que j'aimerais que tu orientes ce poste. Ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs ce qu'on a, nous, mis en place chez Metricool. On a l'option du système de validation. Et je pense que c'est vraiment des fonctionnalités indépendamment que ce soit chez Metricool, mais que nous, on peut mettre en place soit chez Notion, soit avec un document Excel. Je pense que chacun est à même d'utiliser comme il le souhaite sa méthode de travail. Mais c'est vrai que de pouvoir montrer ça à son client sans lui donner l'accès complet, ça donne et je pense que je suis vraiment assez, j'insiste beaucoup, et d'ailleurs, c'est beaucoup toi qui me l'as mis en tête, Emmanuel, la notion de la preuve sociale, ça met vraiment en amont et en avant ce qu'on fait, ce qu'on veut montrer au client, et surtout, ça lui donne aussi un petit peu la confiance de dire, ok, je paye une personne, mais je sais qu'elle fait bien son taf et que je peux confier sur elle, quoi. Oui, parce que c'est exactement le problème que rencontrent beaucoup de CM. En fait, c'est-à-dire que les clients ne se rendent pas compte en fait de l'ampleur du travail qui est réalisé. Donc votre travail, c'est aussi de montrer ce que vous faites. Et ça, c'est important en fait. Je sais que ça peut sembler un peu, pas besoin d'en faire des tonnes, mais justement les outils permettent de montrer ça, tout ce que vous pouvez montrer en fait de ce que vous faites et de ce que vous produisez au quotidien, c'est hyper important. Moi, je recommande aussi de faire un mail récap de la semaine avec vraiment pour les gros clients, voilà ce qui a été mis en place, voilà ce qui a été fait, un petit compte rendu de la semaine, quelques stats, etc. Enfin, voilà, donner un aperçu pour montrer en fait tout ce qui est fait chaque semaine. Je trouve ça trop cool de faire les comptes rendus comme ça. Ouais, moi Emmanuel, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, t'as insisté sur la notion de se protéger son temps. Et c'est vrai que tout ce que vous avez dit toutes les deux juste avant, ça va dans ce sens-là. Comment on fait pour protéger son temps? Parce que le CM, je pense que le principal, une des problématiques les plus importantes du métier CM, c'est que on peut être, si on se laisse bouffer par les demandes des clients ou par justement le manque d'organisation ou quoi, les tâches peuvent prendre beaucoup plus d'ampleur et c'est aussi un problème d'organisation, quoi. C'est vrai que quand on valide pas avec un client ou quand on montre pas un moment en tout cas dans le mois où on va valider ou j'en sais rien, ou des points, des comités éditoriaux chaque semaine, un suivi en tout cas régulier, c'est là qu'on on peut se laisser facilement bouffer et dans tous les sens et travailler jusqu'à 22h. Et je pense qu'il y a les surmenages des CM, c'est aussi ça aussi, c'est un problème d'organisation, de suivi, quoi. Ouais. Et je sais pas, hein, je pense qu'après vous me direz, mais je pense que ça c'est aussi une responsabilité du community manager ou même du marketeur, indépendamment qu'il soit entrepreneur. Enfin, en tout cas, s'il est sollicité par des personnes tierces, je pense que c'est aussi la responsabilité de la personne qui va proposer ses services de mettre des barrières ou mettre des limites. C'est compliqué de dire non quand on est à son compte, et j'en suis consciente, mais c'est aussi accepter et de savoir dire non et de dire ça, ce sont mes limites et tu dois accepter ces limites. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est ce que tu dis, on frôle le burn-out ou on frôle un petit peu la limite du surmenage de travail. Et comme tu l'as si bien dit, Emmanuel, être freelance, ça veut justement dire aussi d'avoir son temps et de le gérer comme on le souhaite et de pas être collé à son client. Parce que sinon, c'est quoi l'intérêt, entre guillemets, d'être en freelance si on peut pas le gérer et avoir cette liberté de mouvement, de travail comme on veut et de justement contrôler ce surmenage. Je ne sais pas si c'est un exemple bête ou pas, mais c'est vrai que de mettre, entre guillemets, dans ces devis ou dans ces budgets, de mettre, entre guillemets, quelles sont les disponibilités avec un exemple tout bête. Voilà, je suis disponible sur WhatsApp du lundi au vendredi de 9h à 18h. On peut me contacter par email. Je fais une réunion si c'est un gros client une fois par semaine, si c'est un client plus petit toutes les 2 semaines. Mais je pense que c'est vraiment super important la notion de limite de son temps et de sa disponibilité parce que sinon, des fois, il y a très facilement, je pense que ça arrive au CM du Social Media Lab ou peut-être que ça t'est arrivé toi avant, Julien, que les gens, ils vont avoir cette thèse de vous écrire à toute heure et à tout va. Et c'est pas forcément non plus agréable de toujours avoir des messages, je sais pas, un dimanche soir à 22h. C'est pas franchement fun, quoi. Non, c'est ça. Mais en fait, moi, la plupart du temps quand ça arrive à nos élèves, c'est souvent en début de programme, qu'ils arrivent, etc., c'est un problème de cadre.
C'est-à-dire que oui, c'est sûr que c'est inadmissible d'écrire le soir à 22h, mais en fait, c'est quand même de votre responsabilité, dans le sens où le cadre n'a pas été mis. Parce que si vous dites clairement à quelqu'un que vous êtes dispo sur ces horaires fixés et que c'est de temps à temps, enfin, normalement, sauf si c'est quelqu'un de totalement psychopathe, il va respecter Ouais. votre cadre. Mais c'est important. Parce qu'en Je pense que c'est souvent, vous, fondamental. des chefs d'entreprise, ils vont être stressés, etc. Donc, vous n'êtes pas nounou, vous n'êtes pas coach. Donc, c'est important aussi et puis de vérifier aussi que vos clients ont une certaine maturité. Donc, essayez d'attirer des clients aussi qui sont déjà des entrepreneurs chevronnés, qui sont déjà des gens qui se font accompagner par ailleurs, etc., qui ont une attitude saine aussi vis-à-vis de leurs collaborateurs. C'est super important, ça. Je pense que vraiment, ça peut être un cercle vicieux si c'est pas bien mis, ou surtout, comme tu dis, on n'a pas bien établi le cadre. Et je pense qu'il y a rien de plus frustrant, et c'est ce que tu as dit aussi au tout début. Le process du onboarding, ça passe aussi par là. Si on fait pas un bon onboarding depuis le début, c'est probable qu'une collaboration, elle ne se passe bien s'il y a vraiment des frustrations dans les deux côtés. Ouais, c'est ça, il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit au moment de vendre l'offre, hein, c'est pour ça que c'est important que l'offre soit claire aussi, hein, c'est pas que pour le marketing, c'est aussi pour que derrière, le client, il sache exactement à quoi s'attendre et qu'il s'imagine pas des choses qui n'ont pas été vendues, en fait, parce que, en fait, il faut vraiment penser que tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas projeté, c'est faux. Et le faux laisse de la place à l'imagination du client qui va toujours s'attendre à plus que ce que vous pouvez proposer. Donc, c'est vraiment important de bien cadrer ça, mais toujours en montrant que vous allez atteindre les objectifs et que c'est sur ça que vous vous concentrez. Et vous, d'être vraiment focus dans la gestion de projet, dans le delivery, sur les objectifs du client, c'est quoi et où est-ce qu'on va. Moi, tu sais, c'est un truc tout bête, mais moi, on m'a toujours dit, et c'est dans ma famille, on dit toujours objectif flou, connerie profonde. Oui. C'est pas mal. On me dit toujours, Ouais. on me dit toujours ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est sur le truc de l'imagination et tout. Non, ouais, c'est totalement ça. Vous avez bien résumé toutes les deux le problème number one des CM, quoi. Ouais. Bah, du coup, comme on parle de ça, tu vois, quand c'est clair, quand les objectifs sont clairs et tout ça, du coup, là, on va parler de comment on fait pour produire du contenu. Parce que le CM, hein, une fois qu'il a bien cadré sa mission, qu'il a une organisation sans faille, qui sait gérer un ou plusieurs clients à la fois, parce qu'il y a une méthodo, il se laisse pas, il a fixé son cadre, etc. Alors, comment ça se passe au niveau de la création de contenu, de la production de contenu? Moi, je propose de laisser la parole à Oriane, parce que Oriane, c'est intéressant, parce que comme tu travailles chez Metricool, Metricool, c'est quand même une entreprise qui est présente dans plusieurs pays, dans plusieurs marchés, des marchés très différents, pas que le français, avec des langues, des cultures très différentes. Oh, oui, complètement. Alors, comment ça se passe un peu de gérer avec l'équipe? Peut-être expliquer un peu le contexte, comment vous êtes dans l'équipe, refaire un point là-dessus et dire sur quel marché vous êtes et comment vous faites pour gérer les flux de contenu. Bah, c'est vrai que comme je dis, il y a toujours, il y a deux situations. Il y a la situation de la personne qui soit social media manager, CM indépendamment, qui soit à son compte freelance, donc qui travaille des clients, ou on a le cas de figure, ce qui est un peu mon cas. Je suis social media manager et du coup, je travaille pour une entreprise. Ce qui veut dire que je suis pas toute seule, c'est-à-dire que j'ai pas toute la gestion de 360 que peut avoir quelqu'un qui est à son compte. Mais c'est vrai qu'il y a aussi justement une part de responsabilité dans le sens où on a aussi des comptes à rendre à d'autres membres d'équipe et aussi à d'autres pays. Donc, ce qui est vrai qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, dans l'entreprise, aujourd'hui, on est plus de 100 personnes et dans l'équipe de marketing, on est 30 personnes. Ça fait beaucoup de personnes en marketing pour tout Metricool. Et on a 4 langues, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas par pays, mais surtout par langue. Donc, on va travailler le marché francophone et c'est moi la responsable, entre guillemets, social media. On va avoir le marché allemand, le marché anglo-saxon, donc tout ce qui est Amérique, Angleterre, Australie, etc. Et on va avoir le marché du coup espagnol avec du coup comme marché principal l'Espagne et toute l'Amérique latine. Donc évidemment, ça fait quand même une grosse part de marché. Aujourd'hui, on a entre guillemets par pays, on va travailler entre guillemets local parce que la stratégie que nous on a mis en place chez Metricool, c'est communiquer localement parce que les cultures, les façons de communiquer, les façons de s'approcher sont différentes. On va dire d'une langue ou d'une culture à une autre. On va prendre un exemple avec le vouvoiement. En France, on vouvoie
en première instance quand on ne connaît pas une personne, ce qui me paraît légitime. Et surtout quand on va faire une première communication, une première présentation, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « dites-moi tu », et directement ça met un cadre. On va avoir des personnes qui vont plutôt préférer et préconiser le vous, ce qui est la formule de politesse. Mais en revanche, en Espagne ou dans les pays latinos, on va avoir le tu directement. Le tu est beaucoup plus utilisé de façon naturelle et dès la première rencontre ou la première visio. Donc déjà, on va avoir ces limitations dans le ton et la communication sur les réseaux sociaux qui va varier. Et après, en termes de flux de travail, on a du coup, entre guillemets, concrètement, un social media manager et plusieurs social media managers dans certains cadres pour différents pays. Donc ça fait le contenu x4 et du contenu qui est complètement différent par pays, par langue et par aussi, entre guillemets, la demande un petit peu des utilisateurs ou de l'audience qu'on va avoir par pays. Et en revanche, quand on fait des actions un peu plutôt plus globales, là, on lance par exemple, quand on lance des études, on en lance régulièrement. C'est vrai que la communication est plutôt globale parce qu'en termes de travail et de flux de travail avec notre équipe aussi de design graphique, parce que heureusement, on n'a pas de nous à faire le graphique parce que sinon, ça en fait beaucoup aussi. On a une équipe de design graphique qui le fait. Et c'est vrai que si elle doit faire du design pour 4 pays et en plus pour 4 pays avec des choses différentes derrière, ça fait beaucoup plus de travail que de faire vraiment une idée principale et ensuite de la décliner et de l'adapter. Donc, c'est vrai qu'on va travailler local et sur certains types d'actions, on va vraiment gérer de façon, entre guillemets, par équipe pour un petit peu optimiser et surtout fluidifier le flux de production chez Metricool. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de travail en termes de création de contenu. Je pense qu'en moyenne par mois, si je ne vous mens pas, on est au moins à plus de 100 contenus par mois, par langue, ou un peu plus même, je dirais. Parce qu'entre tous les réseaux sociaux, les choses tierces qu'on fait à côté, webinaires, masterclass, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire. Voilà, concrètement. Impressionnant. C'est beaucoup. Ok. Et Emmanuel, toi, comment c'est quoi ton approche, toi, tu vois? Parce que là, on a l'exemple de d'Oriane qui est vraiment international et par pays, tout ça, et une grosse équipe marketing, mais quand un CM, il est tout seul, comment ça marche? Ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai que moi j'avais l'habitude par exemple en social media d'être dans des grosses boîtes. Moi j'ai travaillé vraiment pour des médias, etc. Donc on était très organisés. Alors au démarrage quand j'ai commencé, c'est à plus de 10 ans maintenant, j'étais toute seule à un peu tout faire, donc j'ai vraiment vu l'évolution. Et du coup mon expérience de quand j'étais toute seule à avoir ce poste-là avec pas grand-chose autour de moi pour m'aider me fait beaucoup penser à l'expérience que vivent aujourd'hui les community managers quand ils accompagnent les clients. C'est-à-dire que tu as peut-être une charte graphique, mais c'est pas vraiment adapté aux réseaux sociaux. Tu as peut-être un graphiste qui travaille pour la boîte, mais en fait, il n'a pas forcément décliné, etc. Donc toi, tu dois en fait faire ce travail-là de décliner. Tu as une partie en fait visuelle, vérifier que c'est bien fait, ou alors c'est déjà un peu plus structuré comme social media manager, faire appel à des DA qui bossent avec toi. Tu vois, par exemple, ma CM aujourd'hui, elle fait appel à une DA qui l'aide, etc. Moi, j'ai aussi une DA, enfin voilà, on travaille aussi comme ça. Donc, il y a cette partie visuelle, en fait, qui est hyper importante déjà pour démarrer. Vérifier où en est le client au niveau de sa maturité sur le sujet. Et on en a beaucoup parlé avec Oriane d'ailleurs et avec toi sur parfois les demandes clients qui s'attendent vraiment à avoir tout. Et alors que la partie design est vraiment à part. Déjà, ça peut être une complexité à gérer en fait pour le community manager au début. Alors si on prend le principe du fait qu'il y a déjà des choses qui sont installées, après il y a toute la création de contenu en tant que telle. Donc déjà, tu vas être d'accord avec le client sur son aussi de ses objectifs, de son budget, aussi du volume et du type de contenu qui va être produit. C'est pas la même chose de faire des vidéos, des reels tous les jours que de faire voilà 3 posts par semaine avec des carousels. Enfin, c'est pas le même travail. Il y a encore que les carousels avec les 20 slides d'Insta, ça demande du boulot. Mais donc ça, c'est important de se mettre d'accord, de voir aussi ce qui va être produit côté client. Moi, par exemple, je produis des vidéos de mon côté que je donne directement à la CM, etc. Donc, voir un petit peu s'il y a des choses qui sont déjà mises en place. Proposer en fonction du budget du client aussi d'autres prestataires pour compléter. Moi, je trouve que c'est super important de ouvrir aussi votre réseau à votre client et de travailler vraiment comme un chef de projet. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec des clients ambitieux parce que ça va vous permettre aussi de tester des choses et de lui apporter plus de professionnalisation, même si c'est pas vous qui faites tout. Vous êtes vraiment un chef d'orchestre. Voilà. Et ça, c'est important à avoir en tête. Et après, sur la création de contenu en tant que tel, nous, on a des CM qui sont spécialisés, par exemple, LinkedIn, spécialisés Pinterest, spécialisés Instagram. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de se spécialiser sur un réseau et de bien le connaître.
Après, il y en a qui sont un peu plus visuels, un peu plus, voilà, chacun apporte un petit peu sa patte dans le métier. Et en fonction de ça, les offres sont aussi créées par rapport à ça. Et je reviens un peu sur ce que tu as dit, Emmanuel, le fait qu'on va avoir, j'espère qu'aujourd'hui ça va se démocratiser de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a le client, on a un peu le client qu'on choisit, soit on a le client qui est déjà, entre guillemets, un peu des notions de marketing et qui sait que le ADA et la création de contenu sont des métiers à part. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi je dirais, il y a des formations et des cursus universitaires qui sont différents pour l'un ou pour l'autre. Mais il y a aussi la personne qui est complètement externe à ça et qui pense que le CM ou la personne qu'on va embaucher, elle fait tout. Elle fait tout de A à Z. Et c'est vrai qu'il y a des fois un petit peu cette notion de on ne peut pas demander à un CM, peut-être que lui, il a fait une double spécialisation et que lui, il est spécialisé en DA et ça, je trouve ça génial. Mais il faut aussi, comme a dit un petit peu Emmanuel, je pense ouvrir son cercle et dire que, OK, moi, je fais de la création de contenu et moi, je fais toute la stratégie. Mais pour avoir, entre guillemets, un travail de qualité et un travail, entre guillemets, minutieux, il faut externaliser et il faut embaucher un DA qui soit à même de vous faire, entre guillemets, un travail de qualité. Parce que dire oui, entre guillemets, je pense que c'est aussi un petit peu la responsabilité, encore une fois, du CM de dire s'il n'est pas spécialisé dans le DA, même s'il peut faire des canevas, etc. Si t'as un gros client qui veut vraiment un travail de qualité, je pense que c'est vraiment important de dire ça, c'est pas dans mon budget. Moi, je peux vous faire des canevas, mais je pense que le travail vraiment de fond, c'est de faire appel à quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans ça. C'est comme un petit peu, je veux dire, quand on va voir un médecin, on va voir un médecin et on va pas forcément aller voir quelqu'un d'autre. C'est parce que chaque médecin a sa spécialité. On va pas aller voir un cardiologue si on a un problème au pied. Je pense que c'est un peu le même exemple. C'est un exemple bateau, mais c'est vraiment un petit peu l'exemple qu'on peut donner. Ouais, et en fait, ce qui est important, c'est de montrer aussi c'est quoi votre métier et d'expliquer votre métier et que votre métier, c'est pas d'être un espèce de couteau suisse qui fait un peu tous les trucs, qui remplit les trous et de votre marketing. C'est quelqu'un justement qui a un rôle de vous accompagner dans vos objectifs marketing via les réseaux sociaux, en fait. Et c'est ça le rôle d'un CM, en fait. C'est complètement ça. C'est vrai que tu disais, Emmanuel, que dans ta formation, il y a des CM qui sont spécialisés de plus en plus, LinkedIn, Instagram. Et c'est vrai que, oui, à mon avis, c'est intéressant de se spécialiser par canaux parce que c'est des réseaux qui sont tellement différents aujourd'hui. Le CM qui fait tout, c'était un peu ça, c'était en 2016, 2017, 2018. Là, ils pouvaient tout faire encore, mais là, aujourd'hui, toutes les règles elles changent très vite. Les réseaux, ils sont très complexes maintenant. Chaque réseau social a un peu sa culture en interne, enfin ses codes. Donc c'est vrai que c'est, à mon avis, pour être vraiment maître du flux de production, se spécialiser par canaux, c'est intéressant, quoi. Et disons que ça permet de maîtriser à 100% ce sujet et ça rejoint aussi beaucoup ce que je pense sur l'expertise et sur quoi qu'il arrive, essayer d'avoir une posture d'expert et ça passe par soit se spécialiser sur un réseau, soit se spécialiser sur une problématique, mais vraiment pouvoir vraiment bien connaître un sujet et l'explorer à fond et être reconnu pour ça. Donc, merci Emmanuel pour ce que tu viens de dire. Ce que je voulais un petit peu voir moi maintenant, c'était un petit peu la partie de analyse de performance et un peu reporting dans le sens où comment est-ce que tes CM ou comment est-ce que les élèves qui vont rentrer avec le Social Media Lab ou comment est-ce que vous faites pour leur expliquer de comment ils peuvent définir un petit peu leur spécialité, ce qu'ils définissent leur spécialité suite un petit peu à leur analyse de performance via des cas clients. Donc, ils ont analysé les cas clients, c'est-à-dire ils ont vu les performances, ils ont fait des reportings ou comment ça se passe et surtout aussi comment est-ce que toi tu leur expliques c'est quoi un bon reporting et comment on fait un bon reporting. Alors là, il y a deux sujets pour te répondre. D'abord sur la partie positionnement, donc comment on définit cette cible pour qui on bosse, etc. Nous, c'est un travail qu'on fait en fait de coaching parce qu'en fait, en réalité, ça suppose de se demander aussi qu'est-ce que j'aime faire, en quoi je suis bon, d'accepter d'être valorisé pour ça et c'est pas toujours évident, surtout pour les plus jeunes parce qu'ils ont plein de choses à faire et même parfois pour les plus âgés, ils ont travaillé avec plein de clients différents. Ils voient pas toujours en fait les similitudes en fait et le fil rouge de leurs expériences. Alors, il y en a toujours un dans notre travail, c'est vraiment l'idée de trouver le fil rouge en fait et puis après il y a le sujet de qu'est-ce qui aussi est une opportunité marché. Donc ça c'est important aussi de savoir aussi par exemple aujourd'hui, on va pas se spécialiser, je sais pas moi, sur un réseau social qui est en pleine perte de vitesse. Enfin, c'est moins intéressant. Autant aller sur quelque chose de très classique, Instagram par exemple, ou quelque chose qui est très demandé.
sur lesquels il y a de la demande et qui répond aux objectifs clients. Donc ça, c'est important. Et puis après, effectivement, dans quoi on est bon, qu'est-ce qui fait qu'on apporte des résultats. Et effectivement, la data, c'est quelque chose de très froid et de très objectif pour définir vos bons résultats. Donc c'est vrai que par exemple, là, j'ai une nouvelle CM qui est très bonne sur LinkedIn. Elle a des meilleures performances que moi en écrivant certains de mes potes. Donc du coup, bah, clairement, c'est très objectif en fait, hein. Les performances sont meilleures sur tous les critères, enfin sur les critères en tout cas qui sont importants pour nous, sur la visibilité, sur l'engagement et sur le nombre de leads. Voilà, donc ça c'est important et je pense que c'est aussi la performance fait partie des sujets très importants et c'est ça aussi qui va permettre aussi, et c'est la deuxième partie de ta question, mais qui va permettre de créer aussi une relation de confiance avec le client parce qu'on va pouvoir montrer vraiment semaine par semaine, mois par mois, ce qui se passe. Et moi, je conseille d'envoyer un bilan mensuel des performances. Et avec Metricool, effectivement, on peut automatiser ça et l'envoyer un rapport. Expliquer le rapport. Je recommande pas de l'envoyer juste comme ça. Je recommande évidemment l'envoyer, mais aussi de faire une réunion où on présente les résultats tous les mois. Ça permet aussi de demander des validations supplémentaires pour certains sujets, de débloquer du budget pour peut-être créer d'autres choses, etc. C'est hyper important. Et tous les trimestres, de revoir la stratégie, de faire un comité éditorial stratégique, de revoir la stratégie en analysant les performances du trimestre. Ça, même pour des petites entreprises, c'est hyper important. Ok, bah, je pense que tu as tout dit, hein, clair comme de l'eau de roche. Et surtout, tu as même dit l'importance des reporting sur Metricool. Donc, c'est franchement, tu as tout dit. Ouais, je peux rajouter un truc après. Ouais, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'est un sujet hyper important parce que souvent, moi, les CM me demandent, et on parle au début, c'est quoi les questions? Comment est-ce que je sais si je fais du bon boulot pour mes clients? Bah, tu regardes les stats et en fait, les clients, souvent, ils vont vous dire, je veux des ventes, etc. Ok, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tu aies plus de personnes qui t'appellent? Votre travail au niveau du marketing, de l'acquisition des leads, Carrément. etc. Donc, il faut regarder ça, en fait. Ouais, c'est Ça, surtout. c'est exactement ça. Ouais. Vas-y, pardon. Excuse-moi, Julien. Là, Ouais. c'est surtout, je disais un petit peu la partie dans les reportings, c'est surtout, comme tu dis, comment est-ce que je sais comment je suis bon ou bon dans ce que je fais comme mission et comme travail. C'est aussi quel axe on veut développer, justement, l'importance un petit peu de travailler par trimestre, dans le sens, OK, je veux des clients, mais avant d'avoir des clients, si je suis une petite entreprise et que je viens de commencer sur Instagram, peut-être qu'il faut que j'ai de la visibilité et que je crée une communauté. Donc, on ne peut pas commencer à convertir si on ne commence pas par la base et commencer à avoir, entre guillemets, étape numéro 1. Bah, on va commencer à construire une communauté et on va travailler sur la visibilité, par exemple, sur les premiers 6 mois de l'année. Et après aussi, je pense aussi qu'il y a toujours des catégories de travail et des catégories de métiers, des catégories de niches, dans le sens où, quand on va avoir un compte Instagram d'un client qui va être plutôt lifestyle, on va prendre un exemple toujours, comme je dis, skincare, produits ou même les ongles, on va avoir une niche qui est beaucoup plus ample dans le sens où ça peut toucher à tout le monde, ça peut toucher à une personne plus jeune, à une personne plus âgée. Il n'y a pas vraiment de limitation. Mais si on va travailler, par exemple, avec un client qui est beaucoup plus niche, on va prendre l'exemple de Metricool, c'est un secteur qui est niche dans le sens où c'est un SaaS, c'est un outil pour les CM, c'est un outil pour les créateurs de contenu, c'est un outil marketing. On va pas avoir forcément en première instance un restaurateur qui va s'abonner ou quelqu'un qui a aucune idée du marketing ou qui travaille dans la santé sur notre compte Instagram parce que c'est pas forcément son cœur de métier et c'est pas sa niche. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces notions de niche et ces notions de c'est quoi qu'on veut développer et sur quelle période on va dire, sur quelle, on va dire, chronologie du compte du client. C'est-à-dire que si c'est un compte qui est déjà super développé, là, on peut envisager de travailler la conversion. Mais si on vient de commencer, travailler la conversion sur la base de quoi, en réalité? Donc, ça, c'est super important aussi. Ça, et c'est ce que tu dis, c'est hyper important en France. C'est pour ça qu'on parlait des objectifs, sur quels objectifs on part. Et tu vois, moi, j'ai travaillé avec des grandes marques et les grandes marques, en général, quand tu regardes leur stratégie, 2 tiers de leurs activations, c'est de la notoriété, c'est de la visibilité, c'est du développement. T'as un peu d'engagement aussi, hein, évidemment, et nous, on les encourage à en faire plus. Mais t'as cette partie-là et la conversion, on va dire que c'est 10% des budgets, 10% du travail. Mais parce qu'il faut beaucoup de notoriété, et ça, les grandes marques ont bien compris parce qu'elles sont très développées, etc. Mais c'est pareil à petite échelle. Ouais, et pour terminer sur ça, sur ce sujet, tout à l'heure je disais que j'avais testé un peu moins d'une dizaine d'outils. En fait, c'est vrai que Metricool, on en a pas trop parlé, mais il y a différents plans quand même, et il y en a un qui est très intéressant pour les CM.
c'est un plan où on peut construire son reporting vraiment de A à Z et le personnaliser, ce qui est pas toujours possible avec d'autres outils, ou sinon il faut faire des automatisations avec Mage, et là ça Ouais. devient assez compliqué techniquement. Avec Metricool, assez facilement, on peut ajouter des notes personnalisées à un reporting. Ça, c'est important. Moi, je le faisais pour un client l'année dernière. Je faisais mon reporting, mais au lieu de mettre ces chiffres et tout, que le client n'en peut plus, quasiment aller toutes les 2 slides, je rajoutais des notes sur mon interprétation des chiffres, ce qu'on avait tenté le mois suivant, etc. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça fait un reporting où la valeur, elle est beaucoup plus augmentée et on peut le vendre du coup plus cher aussi. Voilà. Bah, c'est surtout ça qu'on essaie vraiment de nous c'est le plan quand le plan que toi tu dis c'est à partir du plan starter ou du plan advance, c'est les plans qu'on met en place. Il y a le plan qui est comme dit toujours free pour parce que quand on a des CM qui viennent de commencer ou des créateurs de contenu, on a toujours le plan gratuit qui sera gratuit pour toujours parce que je pense que c'est un plan qui permet aux personnes de tester l'outil, de voir si ça correspond aussi à leurs attentes et à leur travail, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas se sentir on va dire conformes sur ce qu'on peut offrir, ce qui est logique aussi, il faut accepter la critique. Mais il y a aussi le sens du reporting qu'on veut vraiment développer pour les créateurs et pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir cette identité. Parce que un client, je pense qu'entre avoir les couleurs corporatives de Metricool et avoir ses couleurs corp, c'est quand même plus cool d'avoir un reporting qui soit à l'image de la marque. Et comme tu dis, Julien, ça donne vraiment une valeur ajoutée sur l'offre qu'on va mettre en place. Et par conséquent, si on fait justement un rapport qui soit personnalisé de A à Z, ça aussi, on va dire en conséquence, ça te permet d'augmenter un petit peu ton offre et de pouvoir justement on va dire, passer à un certain levier ou un certain niveau dans ton offre CM. Et comme a dit Emmanuel, ils ont toujours un petit peu la crainte, on va dire, le syndrome de l'imposteur de dire, OK, je commence bas, mais une fois que j'ai mon client, comment est-ce que je peux justement aller un peu plus haut dans les échelons et surtout comment est-ce que je peux améliorer mon offre? Et ça, je pense que c'est aussi une crainte des CM et c'est une crainte que même moi, je me dis, OK, si j'ai un client et que je sais pas, je lui fais une offre à 1000, mais que j'ai envie de augmenter mes tarifs, comment je fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire comme petite mission, comme petite chose pour justement améliorer et offrir une valeur ajoutée à mon offre et à chaque fois, justement, repeaufiner mon offre. Mais je pense que ça pourrait être le sujet d'un podcast complet parce qu'avec Emmanuel, c'est toujours un sujet qu'on aborde quand on fait les webinaires et les masterclass. Mais parce que c'est vraiment un sujet qui revient toujours. Les CM, ils ne savent pas comment, entre guillemets, améliorer leur prix. Et surtout parce qu'ils ne sentent pas légitimes, en fait, de le faire. Et je pense que ça, c'est aussi un travail, je pense, de coaching que vous faites, vous, dans le Social Media Lab, Emmanuel. Ouais, effectivement. Moi, ce que j'ai, parce qu'au téléphone, on a les élèves on fait un programme, ils nous parlent énormément de syndrome de l'imposteur. Mais je pense que derrière ça se cache vraiment la peur de pas réussir, que au-delà même en fait de pas arriver à satisfaire le client, il y a cette peur de pas être compétent. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes maintenant sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, etc. Et en fait, du coup, on se dit, mais les clients, ils ont le choix entre plein d'autres personnes. Ils nous traitent pas forcément bien, ils traitent pas forcément encore un métier qui est très très mal connu. Et moi, ce que je leur dis, c'est que professionnalisez-vous, peu importe finalement la méthode, etc., la formation, les outils, professionnalisez-vous, parce que c'est comme ça que vous allez gagner en légitimité. En fait, c'est vraiment en fait, en exerçant un service qui est professionnel. Ça paraît bête, hein, comme ça, mais c'est vraiment ça. Et augmenter ses prix, c'est quoi? C'est apporter plus de résultats à ses clients, c'est une expérience qui est plus agréable, c'est des contenus captivants, c'est des contenus c'est de la créativité mise au service de la performance. Donc, tout ça, c'est un état d'esprit aussi à entretenir et à se dire vraiment de toute façon, vous n'allez pas tout maîtriser. Il y a tellement de choses à maîtriser aujourd'hui dans le métier. C'est important de se dire que vous ne maîtriserez jamais tout, mais au moins maîtriser les bases. Voilà, les bases du service client, de ce que vous pouvez apporter, plus mesurer ça pour pouvoir montrer ce que vous apportez et pour pouvoir aussi vous améliorer. C'est Ouais. complètement ça. Mm. Et ce que je trouve aussi super, super génial dans un petit peu le thème de la professionnalisation, c'est qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Et ce que je trouve, c'est super riche comme métier parce que un cuisinier, il va se former, il peut continuer à se professionnaliser, mais c'est pas aussi évident que on va dire, dans le monde du social media et du marketing parce que tout change très vite. À prendre Thread comme réseau social qui est arrivé. Je veux dire, il faut apprendre à se professionnaliser rapidement et comprendre les rouages du réseau social si on veut justement offrir comme on va dire, travail ou comme mission CM ça à un client qui veut justement avoir une présence sur ce réseau social. Et je trouve que ce qui fait la richesse du métier, c'est vraiment d'avoir
une multitude de choses pour se former et c'est aussi ça qui fait la richesse de qu'on va pas être à même de tout savoir parce qu'en fait, ça évolue tout le temps et je trouve ça tellement cool. Ouais, ça permet de tester de nouvelles choses, que les nouvelles fonctionnalités, ça me permet vraiment de faire décoller un compte parce que si on arrive à créer quelque chose, etc. Dans mon première expérience de CM, dans mon première expérience de CM, c'est comme ça qu'on a réussi à faire décoller des comptes et à développer notre communauté. C'est en étant vraiment pionnier sur les nouvelles fonctionnalités, en se disant, OK, on va tester un truc, on va essayer d'être créatif. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça génial, ça fait gagner énormément de temps. Mais c'est vrai que un CM, par rapport à une intelligence artificielle, et un CM qui sait bien utiliser l'intelligence artificielle, il est créatif. C'est votre métier, vous êtes des créatifs. C'est pour ça qu'on fait ça en général. Bon, c'est parce qu'on aime la créa. Je pense qu'on a, le cerveau qui travaille tout le temps. Les remue-ménages toujours actifs. Ok. Bon, on va terminer sur ça, mais c'est vrai que oui, les CM sont des créatifs ça va dans tous les sens. Je vous rejoins là-dessus. Donc on va terminer sur ça, sur ce point-là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres épisodes à faire sur la montée en valeur. Il y a plein de sujets à voir. Ça c'est clair. Quand je vous entends discuter de tout ça. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux à vous, sur Thread, sur X, enfin tous ces réseaux-là. Peut-être Emmanuel commence et puis après Oriane, tu peux conclure. Bah écoute, on partage plein de conseils pour les CM freelance sur notre Instagram qui s'appelle le Social Media Lab. Donc, vous trouvez plein de conseils au quotidian et bon, c'est assez sympa, on s'amuse bien. On reçoit Océane aussi de temps en temps qui vient en live chez nous. Et puis sinon, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Emmanuel Patry, m'envoyer un petit message si vous avez écouté le podcast, ça me fait plaisir. Et moi, vous pouvez me suivre directement sur LinkedIn, Oriane Coran, tel quel. Et pareil, envoyer un petit message si vous avez des demandes, vous avez envie d'avoir des petits conseils. Et bien évidemment, aussi suivre Metricool France sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur YouTube, on est présent sur Insta, sur TikTok, sur Threads, sur X, sur Pinterest, sur LinkedIn. On est présent absolument partout. Donc, vous pouvez nous poser des questions si vous avez des curiosités par rapport au plan, un petit peu comme on en a un petit peu parlé avec Julien là, ou des questions sur un petit peu l'utilisation de Metricool. On poste des choses régulièrement, des news sur les dernières fonctionnalités, sur les dernières news social media. On est très actifs, donc franchement, n'hésitez pas. Et moi, je serais ravie de lire vos commentaires ou de moins les faire partager par la CM et de vous répondre dès qu'on a un petit peu de temps avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et merci de nous avoir écoutés. Ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous que le podcast dure depuis aussi longtemps. Puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut. Ciao. Allez. Hop, je mets